Si vous connaissez la voile de compétition, alors le nom d'Arkea ne vous est pas étranger. Arkea est une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea qui promeut l'expertise de l'ensemble des entités du groupe sur nos territoires. Sous son seul nom ou en partenariat, Arkea soutient plusieurs équipes sportives professionnelles dans le cyclisme, la voile ou le rugby, ainsi qu'une salle de spectacle. Le sport et la culture incarnent en effet des qualités et des valeurs auxquelles le groupe est très attaché. L'humilité et la persévérance, l'esprit d'équipe et le respect de chacun, l'audace et l'ambition. Pour Arkea, la voile est l'expression de l'identité maritime du groupe, présent sur l'ensemble de la façade atlantique, en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine. La voile, c'est aussi des événements et des courses, des moments grand public qui constituent de véritables fêtes, révélant l'expertise et le savoir-faire des territoires dans lesquels Arkea est implanté. Les courses larges sont des défis incroyables auxquels des équipes d'hommes et de femmes se préparent durant des années, qu'Arkea est fier d'accompagner avec des solutions innovantes au service de la transition agile des territoires. C'est pourquoi Arkea sera également partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest en décembre 2023. Des Ultimes seront au départ de Brest pour un tour du monde en solitaire et sans escale, un défi extrême encore jamais réalisé. Un challenge à la hauteur des valeurs d'excellence et d'engagement d'Arkea qui vous présente cet épisode de Pause Report. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéo à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipnshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 94e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 8 novembre, il est exactement 9h33 et nous allons bien évidemment encore parler de la Route du Rhum destination Guadeloupe, dont la 12e édition aurait dû être en cours, mais dont le départ, vous le savez tous, a été reporté à mercredi 9 novembre, 14h15, à cause des conditions météo dont nous allons parler avec nos 2 invités. Le premier n'est autre que l'ancien directeur de course de la Route du Rhum. Il était encore aux commandes il y a 4 ans. Il est chez lui du côté de l'Abervrac. Il s'agit bien évidemment de Jacques Carès. Salut Jacques. Bonjour Axel. Le second a gagné le Vendée Globe en 2004. Il avait pris la 4e place de cette Route du Rhum il y a 4 ans en IMOCA. Il s'occupe du routage sur cette édition de Thibaut Vauchel-Camus en Ocean 50. Il est chez lui également à l'Octudie. Il s'agit de Vincent Rioux. Salut Vincent. Bonjour. Eh bien, messieurs, avant de commenter, de parler un peu de ce report de départ et des conditions à venir pour le départ de demain, je voudrais juste qu'on évoque un petit peu l'ambiance générale de cette Route du Rhum destination Guadeloupe. Vous étiez tous les deux à Saint-Malo la semaine dernière. Quel est un peu vos regards respectifs sur le village, sur l'ambiance générale de cette édition qui a encore accueilli énormément de monde du côté de Saint-Malo? On va commencer avec toi, Vincent. Bon, je trouve ça super, tout cet enthousiasme autour de la voile, autour de la course, tous ces bateaux dans le bassin. Enfin, je crois que c'était une magnifique fête et je pense qu'on peut que se réjouir de ce qu'est devenu la Route du Rhum aujourd'hui, parce que ça devient un événement sportif majeur en France et voilà, c'est signe de bonne santé pour notre sport. Jacques, de ton côté, tu as passé quelques journées sur place, quelques soirées sur place. Comment tu as senti un peu, juste avec moins la pression que tu avais il y a 4 ans puisque tu étais directeur de course? Est-ce que tu as apprécié cette ambiance à Saint-Malo? Oui, tout à fait. C'était une ambiance extraordinaire, une marée humaine de temps en temps. Il y a eu énormément de monde à passer. Et puis pour moi, effectivement, j'étais plus libéré. J'avais pas la pression que j'avais il y a 4 ans. Donc ça m'a permis de voir pas mal de skippers. Chose que quand on est dans la direction de course, on n'a pas toujours l'occasion parce qu'on est un petit peu plus au bureau. Donc c'était un moment merveilleux. Et puis un plateau extraordinaire avec 138 bateaux. Ça ne s'est jamais fait. C'est un record aussi pour la Route du Rhum d'avoir autant de concurrents. Ouais, on a entendu certaines personnes dire, il y a toujours un peu des esprits critiques, dire qu'il y avait trop de monde, que ça devenait une grande kermesse. Est-ce que c'est votre sentiment ou au contraire, il faut se réjouir de voir autant de monde sur un événement de voile? On va continuer avec toi, Jacques.
Bah moi, je crois que c'est un bon signe. Ça veut dire que ça attire quand même un grand public. Je crois que la voile est un véritable sport avec des bateaux extraordinaires. Visuellement, il y a des bateaux exceptionnels à voir. Au contraire, je pense que si le public est au rendez-vous, ça montre que c'est d'abord un intérêt sportif. La kermesse, bah, c'est tout ce qui va à côté. Effectivement, ça fait un peu partie du jeu, mais ce que moi je retiens surtout, c'est le plateau sportif avec des gens qui sont avides de rencontrer ou de voir leur bateau. Et puis, on va voir une superbe compétition sur l'eau qui va être extraordinaire, certainement, vu la hauteur de la qualité du plateau. Vincent, de ton côté, quel est ton sentiment, ce côté un peu, raz-de-marée, humain comme le disait Jacques tout à l'heure? Je vois pas d'inconvénient. Je trouve que c'est vraiment super. De toute façon, la culture de la route du Rhum, ça a toujours été de mélanger les genres. Il y a de plus en plus de gens en tant que enfin, je parle là des navigateurs qui viennent se mélanger aux meilleurs marins de la planète en course au large. Ça fait une flotte qui est hyper dense avec plein de monde. Non, je trouve que enfin, moi comme Jacques, je pense que c'est un super bon signal. Voilà, parce que plus il y aura de monde à raconter des histoires de marins, plus le public se passionnera pour les marins. Donc non, je trouve que enfin, moi je vois aucun inconvénient à cette croissance, hein. Après, bien sûr, il y a des limites logistiques qui sont un peu compliquées, puis qui vont sûrement contraindre la flotte de ces courses dans les années à venir. Mais en dehors de ça, je pense que c'est vraiment un super signal qui est donné à notre sport. Ouais, c'est clair que c'est signe de bonne santé. Jacques, tu étais, aux commandes, de la direction de course, comme on l'a dit, il y a 4 ans, tu n'y es pas cette année. Pourquoi? Tu as pas souhaité continuer? Il était temps pour toi de passer la main? Bah écoute, j'avais pris un petit repos direction de course parce que j'avais envie de renaviguer. J'avais eu l'opportunité de m'occuper de bateaux de course, mais qui ont plus de 100 ans, donc c'est un peu particulier. Donc du coup, c'est vrai que j'avais pas du tout cherché à m'impliquer dans cette course. Et je sais qu'elle est très bien prise en main avec Francis Le Goff et toute son équipe, qui était un petit peu la mienne il y a 4 ans. Donc ça me permet en même temps de souffler un peu sur les directions de course et puis au contraire d'être peut-être plus au contact des marins d'une façon différente. Bon, bah, justement, on va parler un peu de ce départ, de ce report de départ, donc qui a été annoncé, samedi, matin par Francis Le Goff, le directeur de course. J'imagine que l'un comme l'autre, vous l'avez vu venir ce report. Vincent, toi qui avais un peu la tête dans les fichiers pour Thibaut, Vauchel-Camus, c'était un peu inéluctable? Bah ouais, c'est sûr que les conditions, elles étaient vraiment complexes, hein. Et puis, j'ai envie de dire, il y a peut-être un petit pourcentage de la flotte qui était capable de partir et d'affronter les conditions qu'on a pu avoir ce week-end. Maintenant, je crois que enfin voilà, on accepte la croissance de cette course-là et on accepte un petit peu toutes les contraintes qui vont avec. Donc, ces contraintes, ce sont qu'il y a un niveau quand même assez hétérogène au départ et que on peut pas faire une course juste pour les meilleurs. Et du coup, bon, voilà, je crois que la décision, elle était la bonne. Et même pour les meilleurs marins qui auraient été capables de traverser ces conditions-là, je pense que le sport sera mieux respecté en attendant un petit peu et en ayant des conditions un peu meilleures, parce que voilà, quand on a des conditions de gros temps et surtout de grosses mers comme celle qui était prévue ce week-end, il y a toujours un côté aléatoire, hein. On sait que les vagues sont quelque chose d'assez désorganisé, qui c'est difficile à prévoir et c'est déjà arrivé à plusieurs reprises que des marins se retrouvent avec des bateaux cassés parce qu'ils avaient simplement eu le malheur de rencontrer une mauvaise vague. Donc voilà, je vois vraiment aucun inconvénient et je pense que la course sera plus belle en partant mercredi. Jacques, j'imagine que tu t'es mis quelque part, à la place de Francis, hein. C'est la première fois que le départ de la route du Rhum, est reporté, mais ça a déjà été le cas sur d'autres courses comme la Transat Jacques Vabre. Raconte-nous un peu quand on est directeur de course, parce que finalement la situation était pas loin d'être la même il y a 4 ans. Quels éléments on prend en compte? J'imagine qu'il y a un peu de pression de l'organisateur parce qu'il y a tout un dispositif de départ assez impressionnant avec beaucoup de vedettes à passagers. Raconte-nous un peu quand on est dans la peau du directeur de course, j'imagine qu'on est un peu tiraillé dans tous les sens?
Oui, bien entendu, hein, c'est un cas d'école pas très facile. Cela dit, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Vincent, c'est qu'on n'est pas là non plus pour faire les jeux du cirque. On prend en compte aussi les différentes catégories, les différentes classes. Il y a des classes de bateaux qui sont forcément moins rapides et du coup plus exposées. Je pense par exemple à la classe Rome Multi, par exemple, qui serait peut-être pas les plus à l'aise dans ce mauvais temps. Vu les circonstances, il y a 4 ans, on avait le temps de démancher puisqu'on avait un vent de sud relativement médium pour partir plutôt des bonnes conditions, sachant que les plus rapides avaient encore une possibilité d'option. Sur cette édition, c'était plus sévère parce que on avait peu de temps pour démancher, donc il y a des bateaux qui seraient rapidement bloqués en Manche, à chercher peut-être des ports de repli, donc c'était pas simple. Vu le nombre de bateaux inscrits, ça peut être des grosses difficultés. Donc, je crois que c'était la raison de reporter de quelques jours. Ça ne veut pas dire que ça va être beaucoup plus facile. Il y aura certainement encore beaucoup de mer à la sortie de la Manche. La mer se calme pas tout de suite. Par contre, les conditions de vent vont être beaucoup plus maniables. Et c'est vrai que la pression d'un organisateur sur un directeur de course ou son équipe est toujours assez importante parce que ça a des conséquences, hein, des sponsors qui peuvent être déçus parce qu'ils peuvent pas faire leur opération sponsor comme ils auraient voulu, bateaux à passagers qu'il faut annuler. Donc ça a des conséquences assez importantes. Cela dit, c'est là où le rôle d'une équipe de direction de course a son importance et l'organisateur en général fait tout à fait confiance à son équipe et c'est ça qui est important. Si c'est maritime, c'est d'abord les coureurs d'abord, le sport d'abord et ensuite, malgré s'il faut changer, reculer, ben, c'est la vie de notre sport et je crois que l'option qui a été prise par Francis et son équipe était très bonne. Ouais, quand on prépare une telle course à la direction de course, est-ce que on envisage, j'imagine, on envisage des plans B, des plans C? Est-ce qu'il y a parfois comme hypothèse de lancer des départs séparés justement en fonction des flottes? Est-ce que ça existe bah, j'imagine que c'est pas de l'improvisation, mais où finalement le seul cas d'école c'est le report? Oui, il y a des plans B, hein, les plans B, en fait, c'est surtout si tu as des possibilités d'esquive. Lorsque cette fois-ci, je pense que la possibilité d'esquive était très, très réduite. Donc, lorsqu'on n'a pas d'esquive, les plans B, bah, finalement, s'annulent. C'était un cas un peu particulier, du vent fort qui rentrait, énormément de mer à la pointe de Bretagne, avec des possibilités de creux et des fréquences de vagues assez courtes. C'était vraiment une possibilité de casse-bateau. Et comme dit Vincent, on peut casser son bateau dès les premières heures dans des conditions comme celle-là. Donc c'est pas ça ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est une vraie compétition à la voile avec des concurrents avertis. Et ceux qui sont moins avertis, en général, essayent plutôt de se replier sur Saint-Arport, ce qui est une bonne chose parce que la course, on peut la faire partir. Mais là, vu le nombre de bateaux, s'il y avait les 2 tiers à chercher à s'abriter, ça devenait compliqué parce qu'on n'a pas d'autres ports vraiment suffisants pour accueillir les bateaux. Donc je crois que le sport, il reste parfait. Le report, bah, il a ses inconvénients certainement en logistique et en organisation générale. Mais en tout cas, on va probablement avoir un super départ mercredi à 14h15 avec toujours un régime d'ouest, il me semble, et ça va être certainement une mer beaucoup plus assagie. On va reparler très vite de ces conditions de départ. Vincent, un petit mot sur la classe Ocean 50. Il y avait des discussions vendredi, samedi au sein de la classe pour s'arrêter collectivement. C'était le cas. Raconte-nous un petit peu comment ça se passait. Je crois il y avait quelques-uns qui voulaient s'arrêter, d'autres qui voulaient pas s'arrêter. Raconte-nous un petit peu les coulisses de ces discussions. Écoute, je dois t'avouer que j'ai volontairement pas trop suivi ces discussions, parce que j'ai envie de dire un petit peu chacun son rôle dans les équipes. Moi, je me suis contenté de donner des informations très factuelles à Thibaut, qui lui ont forcément servi à mener ses démarches en collaboration avec ses confrères de la classe. Mais non, je crois qu'ils ont eu pas mal de discussions parce que c'est vrai que pour ces bateaux-là, c'était un petit peu limite les conditions de mer et que ça risquait d'être une transat très très compliquée. En plus, il faut savoir qu'une partie des bateaux sont pas assurés, donc forcément les skippers sont un petit peu tendus sur un départ comme celui-là. Maintenant, personnellement, j'avais assez confiance enfin, moi, j'étais vraiment convaincu assez rapidement que la direction de course allait reporter le départ
parce que jour après jour, les conditions se confirmaient. À aucun moment on a eu d'ouverture en disant qu'il y avait une probabilité d'avoir des conditions meilleures. Donc voilà, j'ai un peu l'historique des transats des 15 dernières années et ça aurait été étonnant de faire partir une route du Rhum dans ces conditions-là, qui ont des conditions qu'on n'a pas vues depuis très très longtemps. Donc voilà, mais je les ai laissés discuter parce que ce sont des grands garçons, ce sont des marins hyper compétents et qui connaissent leur truc. Je me suis juste contenté de leur donner des informations factuelles qui leur permettaient de voilà d'échanger et d'avoir un échange concret basé sur des sources fiables. Ah ouais, et finalement ces conditions redoutées, elles ont bien eu lieu? Est-ce qu'il y a bien eu le vent, la mer, qu'on annonçait? Ouais, on a eu les conditions assez proches de ce qui était prévu, hein, parce que bon, on n'a pas énormément enfin, pour le vent, si on avait moyen d'avoir des observations. Pour la houle, on a quelques bouées houlomètres là en Iroise. Et non, les conditions étaient assez conformes, et je pense que ça aurait été une mauvaise idée que de prendre le départ dimanche à 13h. Jacques, du coup, l'annonce a été faite du report, du départ à demain à 14h15. Comment se décide un peu cette date? J'imagine déjà on lance pas les bateaux de nuit, mais quels sont les éléments qu'on prend en compte dans ces cas-là? Comment se décide exactement une date et une heure de report? Eh bien, le report se fait tout à fait naturellement, hein. C'est des conditions climatiques fortes, donc il faut laisser le temps à la dépression de s'évacuer. C'est une dépression costaud, comme disait Vincent. Il y avait 110 km/h de vent hier soir à la Berbrec, donc j'imaginais déjà les bateaux venir un peu par ici. Donc j'étais bien content que tout le monde aussi soit à Saint-Malo et pas dans la contrainte. Et le report, ben, il se fait effectivement, il faut en général laisser pratiquement 48 heures pour laisser évacuer le gros du flux et retrouver des conditions de vent beaucoup plus faciles. Par contre, c'est vrai que la mer, elle se calme pas instantanément non plus, donc ça restera certainement actif et relativement compliqué encore de démancher. Mais le jeu est quand même beaucoup plus serein. Donc après, c'est forcément la direction de course qui est forcément épaulée de gens météorologues, voire de routeurs, des gens qui sont habitués à ces courses océaniques, épaulent le directeur de course et son équipe pour aussi arriver à mettre le bon choix de l'heure et de la journée surtout. Donc les contraintes de sortie de sas sont toujours un petit peu là, puisqu'il y a encore beaucoup de bateaux à l'intérieur du port. Il va falloir donc organiser ça en amont et c'est ce que fait l'équipe en ce moment. Toi, il y a 4 ans, est-ce que tu avais envisagé à un moment le report du départ ou dès le début tu sentais que ça allait passer, en tout cas que les bateaux allaient pouvoir démancher? Et on rappelle que quand même beaucoup de bateaux se sont mis à l'abri, après notamment le passage de la Pointe Bretagne il y a 4 ans? Bah, il y a 4 ans, on était dans une situation où il y avait un petit peu d'esquive potentielle. Là, c'était moins le cas. Après, ce qui est intéressant aussi, mais qui n'est pas plus simple, c'est d'avancer le départ. Donc, effectivement, avancer au moins de 24 heures le départ, c'est parfois une des solutions. Ça aurait pu être le cas peut-être cette édition-ci aussi, mais c'est la complexité de l'endroit avec les SAS et la complexité du nombre qui fait que ça devient très difficile de décaler une date. Donc c'est jamais simple, mais ce qui est important en tout cas, c'est de préserver les bateaux le mieux possible. Et lorsqu'il y a danger, ben faut surtout éviter de faire les jeux du cirque. C'est pas du tout l'objet d'une course océanique. Ouais, bien sûr. Vincent, on va parler de ce nouveau départ. J'imagine que tu as bien la tête dans les fichiers en ce moment et que tu échanges avec, Thibaut et son équipe. Est-ce que tu peux nous détailler un peu les conditions, à la Pointe du Groin et au Cap Fréhel, demain au moment où vont s'élancer les 138 bateaux? Bah écoute, demain au départ, on va avoir du vent d'ouest, hein. Donc ouest sud-ouest, qui va qui va nous donner un vent de face entre le départ et le Cap Fréhel. Donc c'est ça qui va être un peu compliqué à gérer pour les concurrents, c'est qu'ils vont devoir tirer des bords entre le départ et Cap Fréhel.
De plus, ils vont tirer des bords dans des conditions pas simples, parce que alors au moment du départ, il y aura pas de courant, mais une fois le départ donné, assez rapidement, ils vont se retrouver avec du courant de face. Du coup, ça va pas aller très vite, surtout pour les petits bateaux. Voilà. En plus, sous le Cap Fréhel, c'est pas dit qu'il y ait énorme de vent. Donc, le départ, on risque de les voir longtemps devant Saint-Malo, les bateaux. Enfin, longtemps. Je veux dire, les ultimes vont bien sûr être, je pense, en 1 heure au Cap Fréhel, mais les multi 50, ça va plutôt être 1 heure et demie. Et après, les classes 40, il se peut qu'ils passent pas beaucoup avant 17 heures la bouée du Cap Fréhel. Donc ça va être déjà assez long. Après, ils vont partir bâbord à mur, direction Bréa, avec un vent qui, au fur et à mesure de la soirée, va prendre de la gauche pour s'orienter vers le sud, et qui va les amener en début de nuit pour les premiers, et puis en fin de nuit pour les plus lents sur la pointe Bretagne. Voilà, et là ils vont, selon leur timing et tout ça, faire des choix de routes différentes pour aller euh, pour aller chercher un premier front qui devrait rencontrer le 11 à peu près, un premier front qui devrait rencontrer, allez, là j'ai un routage de classe 40, le 11 en fin de journée pour les classes 40. Voilà, un front qui sera pas très actif, mais par contre il y aura pas mal de mer. Donc il va même y avoir peu de vent derrière le front, donc la difficulté pour une fois, elle va être un peu différente. Ils vont rencontrer des conditions de mer assez fortes avec du vent faible derrière le front. Et derrière ça, assez vite, le vent il repart au sud et ils sont repartis pour un tour de manège, comme on dit dans le jargon, pour aller chercher un deuxième front qui vont trouver en fin de journée le 12 pour les plus lents. Et puis Alors, on va parler de la suite juste après, Vincent. Je vais te couper entre les deux. Un mot à Jacques. Jacques, Vincent a bien détaillé les conditions du départ demain. Donc, pas mal de virements de bord, du courant de face sur une partie du parcours vers Fréhel. Il y a 138 bateaux, il y a une zone qui est quand même assez contrainte. J'imagine que pour la direction de course, ça doit être bien chaud de surveiller le plan d'eau. Est-ce qu'il y a possibilité éventuellement de supprimer le passage par Fréhel dans ces cas-là? Effectivement, c'est une possibilité très très simple de le faire, mais c'est un petit peu l'ADN de cette course-là d'aller sur cette marque. Donc je pense que il est hors de question, en tout cas vu les conditions qui sont plus clémentes, de le faire cette fois-ci, enfin mercredi prochain. Mais c'est vrai que ça complique les choses parce qu'à Centre-du bateau, si on passe pas la marque sur un bord comme on l'avait fait il y a 4 ans, ça demande à faire des contrebords et ça fait aussi des croisements de bateaux. Donc ça c'est assez dangereux, d'autant plus qu'en solitaire, on a pas toujours la visibilité parfaite parce qu'on a de plus en plus de cockpits très protégés, donc les bateaux vont vite, abattre derrière un bateau pour le laisser passer, il y en a forcément d'autres tout de suite à suivre, donc ça va être assez stressant, même si entre Fréhel et le départ, il y a entre 17-19 nautiques de marge, ça va certainement faire des croisements qui peuvent solliciter certains soucis. Et puis le démancher ensuite, c'est comme disait Vincent, ben, c'est assez technique. Il y a des renverses de marée, il y a des passages un peu plus complexes aux alentours de Ouessant. Est-ce qu'on passe par le chenal du Four? Est-ce qu'on passe par le Fromver aux abords de Molène? Est-ce qu'on passe entre Ouessant et le DST, ou on passe carrément à l'extérieur du DST? Donc tout ça, c'est des choix qui vont amener sûrement les coureurs à avoir des vraies stratégies. Et je pense que c'est peut-être un petit peu le casse-tête du moment. Donc ça reste du coup une compétition bien ouverte et intéressante en tout cas avant d'attaquer Golfe de Gascogne, comme disait Vincent, le premier front, le deuxième front à aller chercher. Donc le jeu n'est pas simple.
Ouais, revenons justement sur ces fronts, Vincent. Est-ce qu'on a coutume de dire souvent, une fois qu'on arrive à la Pointe-Bretagne, qu'il faut commencer à faire ses choix de route, hein? Si je schématise, on a la route, directe, ou une route par le sud. Est-ce que là, en l'occurrence, il y a cette option ou on est plus, sur une route, assez directe, pour tout le monde? Bah ouais, j'ai l'impression, hein, parce qu'après, on n'est pas encore, mais qu'il y a pas trop d'options de route sud qui sont ouvertes, hein. On a un flux de sud assez constant pour les trois premiers jours de course, donc qui ouvre pas trop la porte. En plus, on n'a pas beaucoup d'air au large de la péninsule ibérique, donc ça semble pas vraiment judicieux. Là, on s'oriente plutôt par des routes que nous on appelle des routes intermédiaires, qui sont assez proches de la route directe, qui devraient permettre, après avoir passé deux fronts, de glisser gentiment sous l'anticyclone des Açores et d'aller rejoindre la zone alizée, hein. Je vous la fais un peu en raccourci, mais c'est à peu près ça qui risque de se passer. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de grandes options qui se dessinent. Ça va plutôt être dans la finesse que ça va se jouer, c'est-à-dire dans tous les petits détails de cette route qui est quand même assez contrainte au départ par les deux fronts successifs qui vont rencontrer la flotte, et après par la position de l'anticyclone des Açores. On entend d'ores et déjà beaucoup d'observateurs, de routeurs, et même de skippers parler de records d'une transat en 6 jours pour les ultimes. Tu penses à la même chose? Oui, je pense qu'on a des conditions propices à une transat extrêmement rapide. Peut-être même moins de 6 jours pour les ultimes, hein. J'ai pas fait l'exercice de router des ultimes, mais voilà, ce matin, je vois des Ocean 50 qui peuvent traverser en moins de 9 jours, donc ça me laisse penser que moins de 6 jours en ultime, c'est possible. Ouais, donc les Ocean 50 là, sur tes routages à toi, c'est moins de 9 jours, c'est à peu près, ça donne ça quoi aujourd'hui, à date? Ouais, c'est une route un peu jeu vidéo, mais enfin non, c'est une route qui est contrainte déjà par de la force de vent. Le truc, c'est qu'on n'a pas des fichiers de vagues qui vont aussi loin que les fichiers de vent. Donc du coup, il y a que sur la première partie de la course où quelque part on tempère la vitesse de nos multicoques avec les vagues. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pas. Puis bon, la fin de la course, la météo, elle est pas aussi garantie, mais bon voilà, c'est une route qui est proche de la route directe, donc c'est une route qui est assez courte et qui semblerait vouloir être assez rapide. Ouais. Après, donner des temps, on peut s'amuser à faire des paris, mais ça restera des paris au jour d'aujourd'hui. Complètement. Jacques, qu'est-ce que t'inspire un peu ces conditions? Ah, on entend un chat, je sais pas chez qui. Chez c'est le chat de Vincent qui a faim. Jacques, qu'est-ce que t'inspire, un peu ces conditions, pour si tu étais aujourd'hui à la direction de course, c'est des conditions qui te rassureraient? Comment tu vois ça? Oui, les conditions sont du coup plus faciles. Maintenant, battre les records ou pas, je me méfierais aussi parce que, comme dit Vincent, c'est un petit peu la vague, la hauteur des vagues qui va un peu calmer les routages qui sont toujours vers la performance la plus haute. Et souvent, en fait, comment on dit, la fréquence des vagues ne permet pas d'aller sur ces performances-là. Donc, je crois que à mon sens, les vagues sont encore assez fortes, même si on n'a pas tous les fichiers. Mais je suis pas certain qu'on batte énormément le record de 7 jours. On va s'en rapprocher certainement. Et puis, c'est vrai que comme dit Vincent, on est très proche de l'orthodromie, donc on ne fait pas de 1000 supplémentaires suivant certains routages. Après, c'est l'option de chacun aussi, de soit aller chercher la performance coûte que coûte, ou avoir plutôt être un peu conservateur et ne pas chercher des effets de mer trop importants. Donc, c'est vrai que là, c'est une course qui a un début de course assez complexe malgré tout, et qui va rendre la course très intéressante sur les choix de stratégie. Ça, je trouve que c'est un plus aujourd'hui. Vincent, toi, tu routes donc Thibaut Vauchel-Camus. Est-ce que raconte-nous un peu comment vous vous organisez avec Thibaut? Est-ce que vous êtes plusieurs à le router? Et comment se passe une journée type de routage d'un Ocean 50? Bah, avec Thibaut, là, c'est pas un très très gros projet, donc je le route tout seul. Voilà. Bah, j'ai deux missions, hein. Une première, c'est de lui amener de l'info météo déjà pré-traité à bord, et puis une deuxième, c'est de faire un petit suivi de la perf pour essayer d'avoir un regard extérieur sur sa manière de mener le bateau.
Comment s'organise une journée type? Un peu comme toutes les journées types de marins, c'est-à-dire autour des heures où on récupère les fichiers météo et autour des heures de classement. Voilà, c'est un peu les deux trucs qui rythment notre journée, avec forcément deux points chauds dans la journée, un le matin entre 8 heures et 10 heures, et la même chose le soir, parce que c'est le moment où on récupère le GFS et le CEP, qui sont les deux modèles globaux qui nous permettent d'aller sur l'ensemble de la course. Et puis après voilà, on a des fichiers intermédiaires sur le GFS, on en a aussi avec le modèle arpège, donc il y a pas mal de boulot tout du long de la journée, mais disons que la vie d'un routeur tel que je vais le faire là, elle va plus s'apparenter à la vie d'un marin, avec entre guillemets des quarts et des petites siestes la nuit et le jour, plutôt que la vie d'un terrien classique. Voilà, mais bon, c'est des aventures assez intéressantes, hein, parce que c'est beaucoup de partage avec le marin, c'est beaucoup de proximité avec lui, et du coup c'est beaucoup d'engagement aussi. C'est ça qui est sympa et c'est ça que j'aime dans ces missions. Du coup, tu es disponible à 100% de ton temps si jamais Thibaut a besoin de t'appeler, j'imagine? Du coup, entre le top départ et l'arrivée, ouais, je me rends dispo 100% du temps. Donc voilà, je me suis installé dans mon bureau avec mes ordinateurs, ma banette, et voilà, c'est parti pour 10 jours. Et tu te fais tes siestes de figariste alors? Et je me fais mes siestes quand c'est un petit peu plus calme, et quand il boit pas besoin de moi. Ouais. Jacques, toi, tu as déjà travaillé sur du routage comme ça? Tu as déjà routé des marins sur une route du Rhum ou une autre course? Non, pas du tout, pas particulièrement. Non, non, les routages, je les ai plutôt bien suivis sur les directions de course parce qu'effectivement, nous aussi de notre côté, cellule direction de course, bah, les routages, ça nous importe beaucoup, hein. On a aussi des renseignements à donner à la presse tous les matins. On a notre cellule météo qui se réunit, direction de course et météorologue de la course pour voir les coups venir, s'il y a des bulletins d'informations particulières à donner ou pas donner. Donc, comme Vincent qui lui est côté coureur à 100%, nous, direction de course, on a notre petite cellule qui se réunit aussi et qui est très rythmée au quotidien avec forcément des surveillances 24/24 sur les coureurs, les trajectoires. Donc ça nous prend un peu de temps quand même, ça nous fait pas forcément dormir sereinement toutes les nuits, mais c'est ça notre rôle, donc d'être à l'écoute des coureurs et puis surtout si en cas de difficulté, être proche aussi des moyens de l'État s'il fallait malheureusement déclencher une récupération quelconque. Et là, vous fonctionnez, comme le disait Vincent, vous fonctionnez en quart de deux. C'est comment ça se passe là? Ils sont 5 ou 6 à la direction de course cette année? Je Je me souviens pense plus. qu'ils sont à peu près, ils doivent être au moins 5, à mon avis, en tout cas dans les premiers jours de départ, qui sont souvent les plus actifs. C'est vrai que c'est plus sympathique et plus aisé d'être deux par quart parce qu'il y a un échange. Ensuite, s'il y a des soucis sur certains bateaux, bah, il y a toujours quelqu'un qui suit le gros de la flotte et l'autre qui se rend plus disponible sur le cas précis en difficulté. Donc, en même temps, on est dans une proximité proche. Donc, l'équipe, elle peut très vite alerter de revenir au bureau dans un cas très particulier. Donc, la réaction est vive. Ce qu'il faut, c'est d'être toujours à l'affût et puis d'être toujours présent si nécessaire. Donc, l'écart, c'est très important de bien les mener pour qu'on puisse quand même aussi récupérer de temps en temps. Mais c'est notre rôle de suivre l'ensemble de la flotte et pas simplement que les premiers. Vincent, il y a pas mal de skippers anciens ou encore en activité, hein, qui se spécialisent aussi dans la direction de course, hein. On a eu Yann Eliès cette année, Gilda Morvan sur la Finistère Atlantique. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ou tu regardes ça de plus loin? Ouais, ça pourrait m'intéresser, hein, c'est sûr. C'est vrai que pour le moment, j'ai pas eu de sollicitation, et puis je suis toujours bien occupé, donc enfin voilà, je me suis pas pensé sur le sujet, mais je pense que oui, c'est quelque chose qui peut être intéressant, et puis c'est surtout quelque chose, enfin des missions sur lesquelles je pense que je pourrais apporter sûrement des choses. Maintenant, peut-être plus tard. Cette année,
j'ai moins navigué, mais même si j'ai quand même pas mal couru en Ocean 50, en classe 40, mais l'année prochaine, j'ai encore envie de renaviguer. Donc, mais un jour peut-être, ouais, ça viendra. Et c'est sûr que c'est intéressant et c'est sûr que c'est très enrichissant. Hein. Je pense que voilà, il y a aussi beaucoup de choses à apprendre, à être de l'autre côté de la barrière. Et c'est vrai que bah, je comprends bien mes confrères qui se penchent sur le sujet parce que voilà, il y a plein de choses à comprendre aussi à exercer ces missions-là. Parlons un peu du plateau de cette 12e édition de la Route du Rhum. Toi, Vincent, tu viens de le dire, tu as navigué en Ocean 50 avec Thibaut Vauchel-Calmu sur le Pro Sailing Tour. Comment tu vois un peu le plateau en Ocean 50 quelles peuvent être les ambitions de Thibaut? Et est-ce que pour toi, il y a un, deux, trois grands favoris dans cette classe? Bah, c'est difficile de détacher des favoris aujourd'hui dans cette classe parce qu'il y a des profils très différents. Euh, il y a vraiment des profils très différents entre le duo bateau skipper. Hein. On a des skippers qui globalement sont enfin voilà il y a des vieux de la vieille comme Erwan Leroux qui ont un bon bateau mais qui sont pas forcément montrés les plus rapides toute la saison. Il y a des jeunes skippers comme Quentin qui ont faut dire les choses un avion de chasse entre les mains pour ce qui est des conditions de vent médium et parce qu'on l'a pas beaucoup vu dans la brise, on n'a pas eu beaucoup d'air cette année pendant le Pro Sailing Tour. Précise juste Quentin Vlaminck, ouais, sur Arkema. Ouais, Quentin. Et après, bah voilà, il y a des gens comme Sam Goodchild qui je pense, cochent un peu toutes les cases parce que voilà, il y a un peu de continuité. Je pense qu'il y a un favori, c'est Sam. Mais derrière, il y a plein d'outsiders et Thibaut en fait partie parce que Thibaut, il a été un peu en retrait sur la saison d'Ocean 50 parce qu'on a eu beaucoup de problèmes de voile, parce qu'on a eu une saison avec peu de vent et que son bateau, il est typé océanique et qui préfère la brise. Donc voilà, sur une route du Rhum, il peut être présent parce que ben, ses problèmes de voile, ils sont derrière. Il a récupéré des voiles qui lui manquaient neuves pour prendre le départ de cette route du Rhum et il a un bateau adapté à ce type de parcours. Voilà, qui est-ce qu'il y a d'autre encore? Enfin, je pense que quasiment tous les bateaux qui sont sur le départ aujourd'hui peuvent l'emporter avec des profils différents, avec des atouts différents, mais ça risque d'être une classe très ouverte. Passons un petit peu à la classe IMOCA. Jacques, tu as été aussi directeur de course du Vendée Globe. Tu connais bien cette classe. Il y a 38 bateaux. Déjà, j'imagine que rien que le plateau, c'est assez impressionnant. Comment tu vois un peu les forces en présence? Tout le monde s'accorde à dire que Charlie Dalin, qui a gagné toutes les courses de la saison, est le grand favori. Est-ce que c'est ton avis, Jacques? Comment tu vois ce plateau? Comment tu vois les nouveaux bateaux? Oui, bah, le plateau est exceptionnel, hein, c'est vrai, 38 IMOCA sur cette route du Rhum destination Guadeloupe, c'est génial. Il y a aussi beaucoup de bateaux récents, c'est le cas pour Paul Meillat qui finalement ça va être un petit peu sa mise en place. Donc est-ce qu'il va chercher plutôt à être conservateur ou poussé, je sais pas. Et puis Charlie, effectivement, c'est un peu lui qui est dans la ligne de mire de tous. Il a toujours prouvé qu'il était aux avant-postes. Il est quasiment tout le temps en tête d'ailleurs. Il va très vite. Donc forcément, c'est un petit peu le favori. Mais bon, la course, on sait très bien que ça peut se passer aussi mécaniquement. Donc il peut y avoir des petits soucis à droite à gauche. Je trouve que sur la classe IMOCA, on a un plateau d'exception. Thomas Ruyant a soif de revanche aussi. Charlie certainement aussi, puisque son Vendée Globe, avec son côté très sportif, finalement, il est arrivé en tête en temps réel, mais il ne l'a pas gagné par rapport au temps rendu. Mais ça fait partie de la course. On a un plateau d'exception. On a aussi des anciens bateaux qui sont des bateaux plus aboutis, mais qui vont beaucoup moins vite. Donc il y a forcément une variété de skippers, de niveaux. Et puis je pense aussi à un bateau comme celui de Kevin Escoffier, hein, qui est un bateau récent, qui a priori est skippé par un marin d'exception, qui n'a pas encore eu le temps de prouver la vitesse de son bateau. Il fait partie des ténors. Et
Moi, je suis ravi de pouvoir suivre ça d'un œil le plus averti possible pour voir un petit peu tout ce petit monde qui va se comporter dans moins de 2 ans maintenant au prochain Vendée Globe. Vincent, tu connais aussi très bien cette classe, hein. Tu as couru des années et des années en IMOCA. Tu cours encore de temps en temps en IMOCA. Quel est, si tu devais nous donner toi tes pronostics, tu sortirais qui du lot? Bon, aujourd'hui, c'est compliqué enfin, clairement, Charlie Dalin, il est ultra favori de la course, hein. Il a une maîtrise de son bateau qui est au-dessus du lot, et puis il a un bateau qui est très performant. Alors, il y a quelques coureurs qui peuvent venir le chatouiller, bien sûr, hein, et d'ailleurs, cette position d'ultra favori, elle l'aide pas forcément, parce que ça amène la pression qui va avec, mais si on est pragmatique, de ce qu'on a pu voir sur les courses cette année et de ce que j'ai pu voir moi sur les entraînements au Pôle France à Port-la-Forêt, voilà, il a rien laissé à la concurrence, quoi. Donc il n'y a pas de raison que ça continue pas. Et puis il est vraiment il est vraiment devenu un virtuose de l'utilisation de sa machine, et logiquement ben tous les efforts, enfin tout le travail qu'il a fourni lui et qu'a fourni ses équipes devrait devrait lui permettre de remporter cette course. Maintenant, ça reste une transat océanique avec plein d'inconnus, et donc voilà, on va suivre ça avec beaucoup d'attention, et comme on le sait, bah, une course elle est jamais gagnée, donc c'est ça va être toute la difficulté pour lui d'aller de dérouler tranquillement ce qu'il sait faire sans voilà, sans se laisser déconcentrer, et sans faire d'erreur. Ouais, a priori, les conditions que tu décrivais pour les premiers jours de course avec les deux passages de front et du près, c'est plutôt pas pour lui déplaire, quoi, j'imagine. Non, non, les conditions des premiers jours de course vont lui permettre certainement, s'il a pas de soucis ou de mésaventures, de faire déjà un sérieux break. Quel est ton regard de technicien aussi sur un peu sur les nouveaux bateaux? On parle de nouveaux bateaux, bon, il y en a qui sont issus de moules existants, hein, 4 ou 5 qui sont sortis cet été. Il y en a 2 de moules neufs, celui Charal 2 de Jérémy Bayou et Malitia Team Explorer de Boris Herrmann. Qu'est-ce qui t'inspire un peu ces nouveaux dessins, Vincent? Bah, c'est sûr que Charal et Malidia, il y a une vraie rupture, hein. C'est des bateaux qui sont assez différents quand même. C'est des bateaux plus étroits, avec plus haut sur l'eau aussi, hein, qui sont très typés autour de la jauge pour avoir clairement des petites quilles et des petits bulbes, et en faire des bateaux plutôt légers avec ben, toute la puissance qui repose sur les foils, hein. Je crois que c'est signe qu'on est passé au vrai foiler, hein. Jusque maintenant, les bateaux ont toujours été, que ce soit 2016 ou 2020, des bateaux qui se voulaient encore à peu près performants sans foil. Là, ça y est, hein, on sait que, enfin, les coureurs qui ont fait concevoir ces bateaux-là ont mis dans leur cahier des charges que leur bateau, il devait être un bateau performant avec des foils, et que la version dégradée sans foil ne les intéressait pas. Et du coup, ça fait des bateaux intéressants avec bah, plein de concepts, hein, le concept des safrans de Charal qui est sûrement très intéressant, et, et plein de voilà plein de nouvelles voies à explorer, qui j'espère vont leur permettre d'être plus polyvalents, parce que les IMOCA à foil sont extrêmement rapides, mais malheureusement on manque un petit peu de polyvalence. Jacques, j'imagine tu as fait un tour sur les pontons, tu as vu tous ces bateaux alignés devant le palais du Grand Large à Saint-Malo. Qu'est-ce que ça t'a inspiré un peu cette visite le long de tous ces 38 bateaux? Ah bah, le spectacle, il est exceptionnel hein, quand on voit la technologie des bateaux. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est de voir que, en fait, sur ces bateaux-là, aujourd'hui, il faut être complètement protégé, hein, chose que on ne l'était pas il y a une quinzaine d'années ou vers 20 ans, bien sûr. On sent que la vitesse a pris un pas, et la protection des marins par rapport à leur cockpit complètement fermé est une évolution importante. On la retrouve même en Ocean 50. Hein. On voit bien que les bateaux, les skippers cherchent aussi à se protéger le plus possible. Ce n'était pas encore la dernière fois, ça ne l'était pas. C'est ça qui me touche, parce que j'essaye surtout de m'imaginer toujours dans le cadre du directeur de course que j'étais, comment ça va se passer sur leur bord. Donc les marins sont des gens hyper résistants. Parfois, on se demande même qu'on est
un petit peu de ce cursus-là. On se demande comment ils font. Je pense qu'on a encore passé un pas sur les chocs, sur la protection des hommes à bord pour pas se faire balancer d'un coup violent à droite ou à gauche. Ça m'impressionne et je me dis toujours sur une transat, on peut tenir un rythme effréné, 3400 milles, ça peut le faire, mais je pense toujours au Vendée Globe où on est entre 22 et 24 000 milles nautiques, donc il faut tenir la distance. Ça m'interroge toujours de voir ces bateaux de plus en plus extrêmes. Ouais, ouais. Vincent, toi, tu collabores un peu avec Fabrice Amédéo sur cette année. Tu as collaboré un peu avec lui. Raconte-nous un peu qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait pour lui. Bah, Fabrice, il m'a appelé au début de la saison parce que bah, il a mis son bateau à l'eau tardivement avec des nouveaux foils et qu'il cherchait quelqu'un pour l'aider à trouver le mode d'emploi de la V2 de son bateau. Donc, du coup, bah, j'ai passé un petit peu de temps avec lui à naviguer pour essayer de trouver les meilleures configurations du bateau avec ces foils-là, de refaire un peu des polaires, de refaire un peu des selects et puis de l'aider un petit peu sur l'utilisation du bateau spécifiquement. D'accord. On rappelle, c'était les anciens foils de Hugo Boss 2, hein, c'est ça? Ouais, ce sont des foils circulaires, donc des foils qui sont quand même assez typés pour faire du reaching et du portant, qui sont pas très performants au près, mais qui sont assez faciles aux allures de reaching et aux allures portantes. Donc voilà, ça a permis à son bateau de décoller complètement et du coup d'avoir une vraie attitude de foiler moderne. Et c'est vrai que bah, ça fait un step en performance, mais du coup ça change pas mal de repères en termes de navigation et on a travaillé autour de tous ces repères. D'accord. Tu disais aussi que tu avais navigué en classe 40 cette saison. Avec qui tu as navigué et comment un peu tu vois cette classe, hein? On rappelle 55 bateaux au départ, hein, c'est la classe la plus nombreuse, comme souvent sur ces courses multiclasses, avec 30 nouveaux bateaux qui ont été construits depuis la dernière édition. Dis-nous déjà avec qui tu as navigué, comment tu vois un peu cette dernière génération de SCO. Bah, ouais, j'aime bien ces bateaux parce que c'est des bateaux modernes et assez simples. Donc, j'ai navigué avec Jean Galfion au début de la saison. Après, j'ai navigué avec Aurélien Ducrot et puis rapidement à Saint-Malo, là, il y a un mois avec Martin Lepape. Pour moi, mon intérêt, c'était de regarder un petit peu les différents bateaux et puis toute cette richesse architecturale, hein. Donc, ce qui me plaisait, c'était d'aller naviguer en classe 40 et puis avec des marins super sympas, mais aussi de découvrir des bateaux différents. Et c'est vrai que bah, c'est une classe qui est hyper intéressante, où il se passe beaucoup de choses, où, où les règles font que bah, il y a beaucoup du travail qui s'est porté sur les coques des bateaux, sur les flotteurs, parce que c'est l'endroit où il y avait le plus de levier pour aller chercher de la performance. Et voilà. Et puis bah, j'ai découvert des bateaux hyper sympas hein, qui vont quand même très très vite par rapport à leur taille, avec lesquels on a beaucoup de sensations et entre guillemets peu de soucis parce que ce sont des bateaux simples, hein, une quille de safran, enfin voilà, un mât traditionnel. On n'a pas, enfin il y a pas beaucoup de latitude pour jouer, mais par contre, enfin par les coques et par contre ça fait une flotte bah, qui est hyper homogène, hyper dense et puis hyper nombreuse quoi. Aujourd'hui, les régates de classe 40, il y a tout de suite 30 bateaux, donc ça fait des super belles régates. Ouais, Jacques, quel regard tu portes sur cette classe qui a du coup beaucoup évolué depuis la dernière édition de la Route du Rhum? Oui, les classes 40, c'est une classe extraordinaire et je crois que c'est ce que disait Vincent, je le rejoins complètement. C'est ce rapport simplicité-performance qui est vraiment magnifique. Et puis en même temps, simplicité-performance, ça évoque aussi un des premiers paramètres de la fiabilité. Donc, c'est des bateaux extraordinaires pour leur taille et qui, un jour, j'espère, arriveront aussi à faire des courses océaniques encore plus grandes, comme des tours du monde, qui leur échappent encore un petit peu en ce moment. Mais je sais qu'il y a une aspiration vers ça. On a failli y aller en 2020, pour l'hiver 2023. Finalement, on n'y va pas. Mais ces bateaux-là restent des bateaux d'exception et ils ont un bel avenir devant eux.
Ouais, on rappelle que tu devais être directeur de course de The Race Around Tour du Monde en solitaire ou en double, qui devait partir à l'été 2023 et qui a été annulé parce que faute de concurrents. Un petit mot, Vincent, si tu devais dégager un ou deux favoris en classe 40, tu sortirais qui du lot? On parle pas mal des anciens figaristes qui arrivent dans la classe. Est-ce que c'est aussi pour toi ceux qui sont un petit peu au-dessus? Bah, c'est difficile parce que certes, en termes de compétences de régatier, ils sont un peu au-dessus. Maintenant, voilà, en phase 2, il y a quand même quelques gars qui sont on va dire les tauliers de la classe 40, qui naviguent très très bien, qui ont l'habitude de gérer, de se gérer et de gérer leur bateau sur ce format de course. Et du coup, ils pourraient aussi créer la surprise, quoi. Je pense que voilà, aujourd'hui, il y a une petite dizaine enfin peut-être un peu moins 10, mais une petite dizaine de concurrents qui peuvent l'emporter. Bien sûr, il y a les quatre anciens filaristes, Xavier Macaire, Martin Lepape, Johan Richomme et Corentin Douguet qui ont des bons bateaux et qui sont des très bons régatiers. Mais à côté de ça, il y a quand même évidemment Lipinski sur Crédit Mutuel, il y a Axel Tréhin, enfin voilà, ils sont aussi 4-5 très bons marins, Antoine Carpentier, enfin j'en oublie sûrement, hein, c'est difficile de faire la liste comme ça à blanc, mais ils sont bien 4-5 habitués de la classe 40 qui peuvent aussi faire une très belle course et aussi créer la surprise. Donc je pense que là, pour le coup, ça va être comme en Ocean 50, assez ouvert et étant donné que ça risque de se jouer dans le détail, et ben, tout peut arriver, quoi. Finissons ce petit tour d'horizon par les ultimes. Jacques, tu as aussi été directeur de course de la Brest Atlantique qui a eu lieu en 2019. Il y a eu pas mal de casses sur la dernière route du Rhum en ultime. Est-ce que quand tu vois la flotte aujourd'hui, tu as l'impression que cette classe est quand même passée dans une autre dimension, elle est quand même plus à maturité ou est-ce que selon toi, elle reste encore fragile? Non, non, elle a gagné énormément en maturité, hein. C'est vrai que c'est des bateaux complexes. Les gens ont navigué quand même beaucoup avec. On voit bien que les skippers, même si c'est du solitaire, arrivent à s'en servir d'une façon extraordinaire. Je crois que les bateaux vont aller très vite dans ce début de course. C'est des bateaux qui ont du franc-bord, qui ont de la hauteur de garde. Les châssis sont très élevés, ils peuvent passer dans de la mer formée. Les navigateurs savent s'en servir. Non, au contraire, je pense que ce sont des bateaux qui ont gagné en maturité. D'ailleurs, on avait bien vu qu'à la Bresse Atlantique, on les avait fait partir dans des conditions relativement difficiles, ce qui avait été d'ailleurs un petit peu controversé. Et ces bateaux-là sont très bien passés. Donc, c'est des bateaux marins, c'est des bateaux très techniques, mais qui eux aussi évoluent en maturité largement. Et j'espère que l'envie de faire ce fameux tour du monde va aboutir. Et en tout cas, moi, je suis très très admiratif devant ces marins qui vont sur de telles montures. Bon, et si je te demande de te mouiller aussi et de me donner ton favori sur cette deuxième édition. Alors c'est toujours difficile parce que tu es toujours pris entre l'affectif et le plus performant. C'est difficile de donner un favori. Moi, je suis un petit peu de mon côté, plus précisément Yves Le Blévesque, puisqu'on y travaille au sein de Kaori pour Yves. Donc forcément, j'aimerais bien il mérite de tirer son épingle de tout ça parce que ça fait longtemps qu'il est sur ce travail et qu'il le mérite et que c'est un très grand bosseur. Après, je les connais tous, hein, que ça soit Armel, Charles, Arthur Levaillant, qui est un nouveau, mais un garçon que j'aime beaucoup. Non, non, c'est difficile de faire un podium en tout cas. Par contre, ce qui est important, c'est que cette classe-là, elle arrive vraiment à montrer que c'est une très belle classe et puis on arrête les sujets de polémique. Jacques, tu as beaucoup couru dans ta carrière, tu as fait des transats, des tours du monde, mais je crois, si je ne me trompe pas, tu n'as jamais couru la route du Rhum. Est-ce que ça reste un manque dans ton parcours ou tu le vois pas comme ça? Bah, la route du Rhum, pour tout te dire, à l'arrivée de la dernière, j'étais avec
avec Loïc Perron et Jean-Baptiste Levalian sur le Petit Happy pour faire un essai du bateau. Et j'avais imaginé peut-être reprendre ce bateau-là pour être présent cette année, mais le bateau était déjà quasiment vendu. Donc Loïc m'avait donné peu d'espoir. Mais c'est vrai que ça m'a toujours titillé. Alors certainement pas sur les montures de grande exception que ce soit les IMOCA ou les ultimes encore plus. Mais par contre, c'est vrai que sur la classe Rome, ça me démange un petit peu encore. Mais bon, à un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter. Je crois que je suis très content d'être sur le côté direction de course pour voir toutes ces courses. Je crois qu'il faut pas faire la course de trop. En tout cas, j'arrive sur mes 64 ans, donc bon, les années comptent aussi un petit peu sur ce genre d'exercice. Bon, il y a Philippe Poupon qui est le doyen de cette route du Rhum qui a 68 ans. Tu peux peut-être encore te donner 4 ans de marge pour, et te lancer sur ta première dans 4 ans. Ah, mais Un bisu à ouais, 68 ans, ça ouais, sera pas mal, quoi. ouais, Francis Joyon et Philou sont forcément des gens d'exception. Vincent, toi, tu as couru 4 fois la route du Rhum. Tu as fait quatrième l'année, il y a 4 ans. Est-ce qu'il y a une cinquième un jour ou pour toi ou c'est maintenant du passé? Comment tu vois les choses? Ouais, ouais, probablement, il y aura une cinquième. Probablement. Ah, Maintenant, on peut pas. C'est difficile voilà, de savoir, mais oui, ça me tenterait bien, oui, de refaire une route du Rhum. Ça reste quand même une très belle course. Et puis, c'est une des courses qui m'a jamais trop réussi. Et vu que je suis têtu, je pense encore être capable de me remotiver pour partir sur un événement comme celui-là. bon, plutôt en classe 40 en IMOCA, qu'est-ce qui te paraît aujourd'hui le plus possible? Bah, aujourd'hui, clairement, l'IMOCA, j'ai tourné la page. Voilà. Mmh. Donc, parce que voilà, j'en ai fait tellement, j'étais rendu à trouver que c'était presque trop monoculturel pour moi. Donc, forcément, ça se rapprochait plus de séries comme la classe 40 ou autre, hein, mais oui, probablement une autre série que les IMOCA. Bon, et quels sont pour toi les projets l'année dernière? Alors déjà, peut-être que tu vas nous donner des nouvelles de Damien Guillou, hein. On rappelle que tu as aussi travaillé sur son projet avec PRB. Il est engagé en ce moment sur la Golden Globe Race. Ils approchent, où il a peut-être déjà passé, lui, la porte du Cap. Quelles sont les nouvelles de Damien, Vincent? Bah, Damien, il va arriver fin de semaine au Cap, voilà, en 6e position. Il a remonté une partie de la flotte depuis ses mésaventures du début. Il en a encore eu quelques-unes dans l'Atlantique Sud, puisqu'il a eu une rupture de régulateur d'allure qui l'a pénalisé pendant 2-3 jours, mais qu'il n'a pas trop pénalisé au final. C'est assez compliqué pour lui, j'imagine, hein, parce qu'ils ont très peu d'infos météo et que quelque part, bah, il essaye de naviguer proche de la route directe pour pas faire trop de route, mais là, il a pas eu trop de bol, proche de la route directe en faisant l'île de Trinidad, Cape Town, qui était le parcours. Bah, il y avait un gros anticyclone qui l'a quand même pas mal freiné. Mais bon, voilà, hein, c'est un garçon plein de ressources. Il va avoir un petit peu de monde parce que il y a des gens qui vont le voir à Cape Town ce week-end. Et puis aujourd'hui, je crois enfin, on le saura un peu plus après son passage fin de semaine, mais je crois qu'il a encore son bateau en pleine capacité pour continuer sa course. Et on est assez confiant sur le fait qu'il est capable de faire de belles choses encore. Bon, ça fait 2 mois maintenant qu'ils sont en course. Et quels sont sinon pour toi les projets l'année prochaine? Est-ce que tu as d'autres collaborations prévues sur d'autres classes? Est-ce que tu as des projets personnels? Comment tu vois ton année 2023? Bah, je vois mon année 2023. Bon, il y a des choses déjà qui sont sûres. Je vais continuer à entraîner les IMOCA au Pôle France à Port-la-Forêt. Euh, je vais sans doute faire la Transat Jacques Vabre. Je peux pas encore vous dire comment, mais je vais sans doute faire la Transat Jacques Vabre. Et puis, bah, mon idée, c'est de continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, naviguer et puis bah, à transmettre en entraînant quelques équipes ou quelques personnes dans une classe pour laquelle j'ai un peu tourné la page, qui est l'IMOCA. Voilà, tout simplement.
Et toi, Jacques, on rappelle que tu as aussi, tu as une flotte de classiques, de magnifiques classiques, Marikita, Moonbeam, je crois qu'il y en a peut-être même un troisième à gérer. C'est toi qui organise et qui navigue sur ces bateaux. Est-ce qu'il y a aussi de la direction de course au programme l'année prochaine? Quel est un peu, de quoi sera faite ton année 2023? 2023 pour moi, c'est effectivement, comme tu viens de le dire, de remettre en route les magnifiques côtes auriques de plus de 30 mètres que sont Marikita, Moonbeam 4 et Moonbeam 3, qui sont désormais finistériens entre Concarneau et Brest. Et puis au programme en juin, on a la Richard Mille Cup, qui est une course qui partira de Falmouth le 10 juin et qui passera par Dartmouth, Cowes et finira au Havre. Donc ça va nous faire courir tout le mois de juin. Donc ça va me prendre un peu de temps. C'est des bateaux qui demandent beaucoup d'énergie aussi, des équipages importants. Donc ça va me prendre un certain temps sur le printemps prochain et un petit peu cet hiver aussi pour préparer tout ça. Et puis toujours un regard sur les directions de course. Il y a l'appel d'offres du Vendée Globe qui va pas tarder à sortir. Donc je vais voir si je remets le couvert avec ma belle équipe que j'avais il y a 4 ans. Donc en tout cas, ils me sollicitent pour être avec eux. Et voilà, il faut que je réfléchisse à ça assez rapidement. Bon, on sent que tu as plutôt envie d'y aller. On va dire comme ça, que oui. C'est toujours pareil, c'est des choses qui te prennent à cœur parce que tu as aussi le rapport des coureurs, les coureurs que tu connais, qui te disent j'espère que tu reviens. Bon, ça fait toujours plaisir. Moi, c'est ce côté aussi humain qui m'intéresse dans ce genre de course. Donc, c'est possible que je remette le couvert. Mais c'était un appel d'offres, donc c'est pas moi qui décide. Tout à fait. Eh ben, très bien. Eh bien, Vincent, Jacques, merci beaucoup. C'était très complet. On a bien fait le tour de cette 12e route du Rhum qui part donc demain mercredi à 14h15. On va tous être soit sur l'eau, soit devant nos écrans de télévision. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, sans doute pour parler de peut-être, selon Vincent, comme Vincent l'a dit, du vainqueur de la route du Rhum en ultime s'ils mettent moins de 6 jours. On se retrouve donc pour un 95e épisode de Pause Report mardi prochain. Jacques, Vincent, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Salut Vincent. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!